Bonjour à tous et merci de suivre ce 6h30. Les moments de Côte d'Ivoire et du monde entier ont été célébrés hier à l'occasion de la fête des mères. Nos reporters ont sillonné le district d'Abidjan pour voir comment cette fête s'est déroulée. Heureuses, elles étaient à l'occasion de la célébration de la fête des mères ce dimanche. Les femmes des communautés membres de l'Union africaine UA résidant en Côte d'Ivoire sont venues recevoir leur cadeau offert par le directeur général des affaires maritimes et portuaires, le colonel-major Tano Kofi Bertin, et la représentante spéciale de la présidente de la Commission de l'Union africaine en Côte d'Ivoire. Son Excellence Joséphine Charlotte Mayuma Kalla a rappelé le rôle que les femmes doivent jouer au sein de l'UA. C'est d'abord de donner la vie. Le second rôle de la femme, c'est de s'occuper de l'éducation des enfants, donc de s'occuper de l'éducation de la nation. Le troisième rôle d'une femme, c'est d'être citoyenne, c'est d'appartenir à un pays, donc être agent de développement. De développement, il en a été aussi question à Williamsville, dans la commune d'Adjamé, même si le message du maire local, Lamissa Kone, était axé sur la responsabilité de la femme dans un couple. L'exemple des enfants qui agressent à l'arme blanche, et pour les encourager à jouer pleinement le rôle d'éducatrice dans la société, les femmes de Williamsville ont reçu plusieurs présents. Le personnel du ministère de l'Éducation nationale a été honoré hier, comme c'est le cas chaque année au lycée classique d'Abidjan. L'événement était placé sous le parrainage de Mme Henriette Konon-Bédié. Thème de cette 4e édition de la journée d'hommage, tous mobilisés pour la scolarisation obligatoire. Christelle Munon. Ils font le quotidien de l'enseignement primaire et secondaire en Côte d'Ivoire. Proviseurs, censeurs, éducateurs, enseignants, chefs d'établissement, tous conduits par la ministre Kandia Camara, ont animé cette journée nationale d'hommage au personnel du ministère de l'Éducation nationale. Organisée annuellement, cette 4e édition était consacrée à la scolarisation obligatoire. C'est bien une fête populaire, la fête à l'honneur de chacun de vous. Tout montre combien cette pause est nécessaire pour reprendre du souffle, loin du rythme des priorités qui sont notre lot quotidien. Le principal challenge actuellement, vous vous en doutez, est celui de la mise en œuvre de l'initiative présidentielle instituant l'école obligatoire dans notre pays. Marraine de la cérémonie, Henriette Konon-Bédié a participé à la décoration d'agents et partenaires qui se sont particulièrement illustrés en faveur de l'école ivoirienne. Pour la construction et le don d'infrastructures ou de matériel scolaire, ou pour leur engagement quotidien. Ils sont au total 229 à avoir été décorés. C'est à juste titre que cette célébration vous est dédiée. J'adresse mes chaleureuses félicitations à tous les récipiendaires de la présente édition. Personne ne peut rembourser la dette que la nation vous doit. Aux côtés de la ministre de l'Éducation nationale, la ministre des Droits de l'Homme et des Libertés publiques et celle de la solidarité, de la cohésion sociale et de l'indemnisation des victimes. Avec elle aussi, la vice-présidente de l'Assemblée nationale représentant la première dame Dominique Ouattara et Clarisse Duncan, épouse du Premier ministre. Un parterre varié et uni de personnalités, tous et toutes venus célébrer le personnel de l'Éducation nationale. Ils s'activent chaque jour à travailler à l'éducation des enfants, à bâtir la nation ivoirienne. Des douaniers ont été formés à l'identification des produits chimiques indexés à la Convention. C'est une initiative de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques. La rencontre a pris fin récemment. Abou Sanougou. Pendant 4 jours, les fonctionnaires des services douaniers et portuaires des États partis de l'Afrique centrale, du Nord et de l'Ouest ont pu confronter leurs expériences et bonnes pratiques afin d'identifier les produits chimiques pertinents à la Convention sur les armes chimiques, d'analyser les recommandations de l'Organisation mondiale des douanes au sujet des produits chimiques inscrits et les changements qui pourraient être apportés au système harmonisé et de discuter des questions liées aux douanes
comme les divergences dans les déclarations de transfert des produits chimiques inscrits, l'évaluation des risques, les transbordements et les logiciels utilisés par les services douaniers. Nous avons eu à regarder tout ce qui peut être à la base de ce qu'on appelle les disparitions, c'est-à-dire les différences observées entre les quantités de produits exportés et importés au cours des mêmes transferts au niveau des pays. D'autant plus que lorsque un pays X exporte un produit vers un pays Y qui est l'importateur, il déclare à l'OIAC et le pays qui importe ce produit fait aussi sa déclaration. Les participants ont été instruits par les experts de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques. Nous rentrons suffisamment édifiés sur l'utilisation d'abord des produits chimiques qui sont permanemment une menace, d'où l'appellation de armes chimiques. Nous étions tous ignorants parce que nous utilisons des produits, mais nous perdons de vue le fait que ces produits peuvent être détournés à d'autres fins et à des desseins meurtriers. Donc il faille suivre la réglementation en vigueur. L'intérêt de cette formation est de réduire, voire éliminer les différences dans les déclarations des produits chimiques. À l'issue, des diplômes ont été remis aux participants. Le projet Emploi Jeunes et Développement des compétences PJDEC fait le point de ses activités. Dans le cadre de ce programme, 12 000 jeunes ont bénéficié depuis 2011 des travaux d'haute intensité de main-d'œuvre appelés TIMO. Les initiateurs disent être satisfaits de ce bilan après le lancement du projet. Grâce Kandou. 12 500 jeunes ont bénéficié entre 2012 et 2015 des travaux publics à haute intensité de main-d'œuvre TIMO, une des composantes du projet Emploi Jeunes et Développement des compétences PJDEC. Les TIMO concernent les jeunes de 18 à 30 ans. Leur mission, le curage des caniveaux, l'entretien des espaces verts et le désensablement. Le programme a bénéficié de l'appui de la Banque mondiale. Il a été exécuté dans 16 communes du district d'Abidjan et de l'intérieur du pays. 5 ans après, l'heure est à l'évaluation. L'intérêt du programme TIMO, objet de cette étude d'impact, est qu'il vise la promotion des activités à haute intensité de main-d'œuvre à travers l'implication d'un grand nombre de jeunes, le plus souvent qualifiés ou pas, dans la réalisation des travaux d'intérêt public en vue de la réduction du chômage. Cette étude présente le mérite aux évaluations indépendantes car ces résultats permettent de fournir des informations importantes sur la portée stratégique de l'instrument TIMO qui vont au-delà de la Côte d'Ivoire. Les résultats de cette évaluation serviront de boussole au gouvernement ivoirien pour définir une nouvelle stratégie de l'emploi 2016-2020. Les résultats de cette étude sur l'impact des TIMO constitueront désormais une base solide pour la prise de décision portant sur les actions à mener pour faciliter l'insertion des jeunes en Côte d'Ivoire. L'évaluation va contribuer aussi à améliorer la qualité des données sur la situation de l'emploi en Côte d'Ivoire. La Direction régionale de l'éducation nationale d'Abidjan 1 et le Programme national de lutte contre le cancer sensibilisent les populations aux dangers que représente un environnement insalubre. Environnement et cancer, quel rapport de causalité? C'est le thème choisi pour la rencontre initiée à cet effet. Ami Sissoko. Gaz d'échappement, produits industriels, tabac et virus sont des facteurs de risque du cancer. Selon l'OMS, dans le monde, 19% de tous les cancers sont attribués à l'environnement. La Côte d'Ivoire n'échappe pas à cette réalité. C'est ce qui ressort de cette conférence sur la thématique environnement et cancer. Quel rapport de causalité? Le cancer, c'est une maladie de la cellule qui va se développer, atteindre le tissu et envahir tout l'organe. Et si rien n'est fait, la mort survient. Le gaz d'échappement, surtout les moteurs diesel, dégagent des gaz qui sont très très nocifs. Il y a une molécule qu'on appelle le radon qui peut être dans l'eau et donner le cancer. Ces gaz rares peuvent se trouver dans la couche terrestre. Et lorsque, par exemple, on fait un bâtiment et qu'on ne fait pas attention avec les fissures, ces gaz-là vont remonter au niveau de l'habitation. Au fur et à mesure que les années passent, la personne va être contaminée et va développer plus tard son cancer.
Une initiative du Programme national de lutte contre le cancer et la Direction régionale de l'éducation nationale d'Abidjan 1 pour instruire la population, principalement les élèves, sur les facteurs de risque du cancer. Dans tous les gestes que nous posons au quotidien, on ne se rend pas compte de manière générale des effets que cela peut avoir sur chacun d'entre nous. Pour nous, c'est une bonne information à saisir et à capter de façon à ce que nous puissions changer de comportement. Par rapport au cancer du poumon, j'ai retenu que le facteur principal du cancer du poumon, c'est le tabac. Donc, je vais essayer de sensibiliser mes amis pour leur dire d'arrêter, que ce n'est pas bon. Seule la prévention et la lutte contre les facteurs environnementaux sont une arme redoutable contre le cancer. Lorsqu'on a les saignements qui ne s'arrêtent pas, lorsqu'on a une toux chronique qui ne s'arrête pas, lorsqu'on a une diarrhée qui persiste, il faut se rendre à l'hôpital. Les mesures à prendre, c'est des mesures vraiment qui sont beaucoup plus ministérielles. Parce qu'aujourd'hui, la ville d'Abidjan est polluée. Une fois que cette pollution est traitée, l'environnement sera un environnement sain. Celui qui fume, arrête de fumer. Dans le vaccin de l'hépatite, on invite la population à se faire vacciner. Si on ne se vaccine pas, ça peut se transformer en un cancer. De 2012 à 2013, plus de 1500 cas de cancer, tous cas confondus, ont été enregistrés. Le cancer du foie est le premier cancer de l'homme avec plus de 1000 nouveaux cas chaque année et celui du col de l'utérus, le premier cancer de la femme. 3 villages dans le Goclé ont été connectés au réseau électrique. Les poses des premières pierres du siège du conseil régional et du centre de secours d'urgence ont également eu lieu. C'était au cours de ce week-end en présence du corps préfectoral et des chefs de la région du Goclé, Iné Valère et Rigori. Niababli, Lidjan, Safamanoa, 3 villages de la sous-préfecture de Dapadou ont été connectés au réseau électrique au grand bonheur des populations. Philippe Légré, président du conseil régional du Goclé, est reconnaissant au chef de l'État. Le président Ouattara, le ministre Toukara et la Côte d'Ivoire Énergie. Quand nous allons demander, et c'est vers eux que je suis allé, j'ai demandé, on nous a donné. Il faut toujours et les saluer. Voici ce que je voulais vous dire. Donc les femmes, vous allez profiter vraiment pour faire votre commerce. Les yeux pour faire votre commerce et à la lumière maintenant. Cette opération d'électrification va toucher tous les villages de la région du Goclé, selon le président du conseil régional. Après la lumière, il y a eu la double cérémonie des poses des premières pierres du futur siège du conseil régional et du centre de secours d'urgence. Le futur siège du conseil régional du Goclé sera construit sur un terrain d'un hectare et va coûter 300 millions de francs CFA. Il sera opérationnel dans 1 an. Quant au centre de secours d'urgence, il va coûter 198 millions et sera entièrement équipé. 45 pompiers civils sont déjà prêts pour le service. Autre action du conseil régional du Goclé, la construction du complexe sportif multifonctionnel Olympe Africa, coût d'investissement 200 millions. Depuis 2013, 2,5 milliards de francs CFA ont été investis par le conseil régional du Goclé dans les actions de développement. La 8e édition du Salon international du livre d'Abidjan a refermé ses portes. Ce rendez-vous a été meublé par des rencontres professionnelles, des dédicaces et ventes d'ouvrages. Il a enregistré 25 000 visiteurs. Le ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Kakou Bandama, a invité les éditeurs à ne publier que des livres de qualité. Isaïo Adamakone. Rideau sur la 8e édition du Salon international du livre d'Abidjan Silla. 3 jours durant, éditeurs et professionnels de la chaîne du livre ont permis aux lecteurs de s'offrir des ouvrages de leur goût à moindre coût. De quoi réjouir les exposants. C'est notre première participation à ce salon et ça s'est plus ou moins bien passé dans l'ensemble. On a eu beaucoup de visiteurs. Nous, on est content d'avoir pu offrir cette année des livres pas chers pour que presque tout le monde puisse repartir avec un livre dans son budget. Je pense que c'est une très belle initiative d'associer les bouquinistes communément appelés libraires par terre à ce salon. Ça fait une vitrine à travers tous les lecteurs. Il faut savoir que ce commerce aujourd'hui n'est plus à l'informel. Le ministre de la Culture et de la Francophonie s'est félicité de la cohésion retrouvée au sein des éditeurs, clé de la réussite de cette 8e édition, avant de prôner une édition d'ouvrages de qualité. De l'avis de tous, c'est le salon le plus abouti de
C'est 8 éditions qui ont été faites. Nous avons lancé un appel à la qualité et cette qualité a déjà été soulignée par le salon. Un prix SILA a été instauré pour féliciter le meilleur éditeur de l'année pour la qualité de son travail. Cette année, c'est la maison d'édition Nei Seda qui a été lauréate, quand Valès Édition et l'Encre Bleue occupaient respectivement les 2e et 3e places. Le monde entier a célébré hier dimanche 29 mai la journée internationale des casques bleus instituée par les Nations Unies en 2002. Cette journée rend hommage à tous les hommes et les femmes qui ont servi dans les opérations de maintien de la paix dans le monde. Herman Guivet. Un drapeau en toile de fond, une couleur bleu ciel avec une couronne d'olivier portant le monde, des véhicules frappés du sigle UN entendez Nations Unies. Voici les armoiries des troupes de l'ONU déployées à travers le continent. Les soldats des Nations Unies proviennent de différents pays membres de l'organisation internationale. Leur mission, aider les pays déchirés par des conflits à créer les conditions du retour à une paix durable. Une mission pas toujours comprise sur le terrain par les populations qui les accueillent, du fait d'un manque de compréhension du système de fonctionnement et d'intervention de ces troupes sur le terrain. Malheureusement, plusieurs scandales entachent depuis quelques années cette image noble et le sens du sacrifice des soldats des Nations Unies. Des abus, notamment sexuels, commis par les forces de l'ONU. Dernier scandale en date, la Centrafrique. Dans 16 missions de maintien de la paix dans le monde, en 2015, l'ONU a recensé 69 cas de viol, dont 22 en République centrafricaine et 16 en République démocratique du Congo. À l'occasion de cette journée internationale des casques bleus, Amnesty International demande aux Nations Unies l'ouverture d'une enquête pour traduire les responsables en justice. Conscient de l'ampleur de ces scandales qui jettent le déshonneur sur l'organisation internationale, Ban Ki-moon, le secrétaire général de l'ONU, appelle les États fournisseurs de casques bleus à poursuivre en justice les auteurs reconnus de cas d'abus sexuels. Des soldats de l'ONU nombreux à perdre la vie dans l'exercice de leur mission. Ce dimanche, 29 mai, 4 soldats togolais ont été tués dans un attentat à Mopti, au Mali. Selon des sources policières et onusiennes, ils seraient tombés dans un piège tendu par des assaillants. Le verdict tombe aujourd'hui pour l'ex-président tchadien Hissène Habré, jugé depuis 10 mois par un tribunal spécial africain à Dakar pour crime contre l'humanité. C'est le premier procès d'un chef d'État en terre africaine. Le 30 juin 2013 au Sénégal, où il avait trouvé refuge en décembre 1990 après avoir été renversé par l'actuel président tchadien Idriss Déby Itno. Hissène Habré est poursuivi pour crime contre l'humanité, crime de guerre et crime de torture. C'était il y a 100 ans l'enfer de Verdun dans l'est de la France. Cette ville a été le théâtre d'une des batailles les plus sanglantes de la Première Guerre mondiale. 10 mois d'affrontements, 300 000 personnes sont tombées lors de ces affrontements effroyables entre la France et l'Allemagne. On dénombre plusieurs nationalités, notamment des Français, des Allemands et des Africains. Environ 180 000 tirailleurs africains ont participé à cette grande guerre, pour beaucoup dans le cadre de recrutement forcé. 100 ans après, hier dimanche, le président français et la chancelière allemande Angela Merkel côte à côte ont honoré la mémoire des combattants tombés sur le champ de bataille en 1916. L'opposant congolais Moïse Katumbi est en Europe depuis samedi soir. L'ex-gouverneur du Katanga a quitté l'Afrique du Sud où il séjournait pour des soins avec le feu vert des autorités de la République démocratique du Congo en dépit de son inculpation pour atteinte à la sécurité de l'État. Mais selon l'entourage de Moïse Katumbi, il doit encore subir des examens complémentaires. C'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. Très bon début de journée à tous et à toutes.